Je suis Vanessa Ama, autrice, podcasteuse et accompagnatrice d'auteurs. Dans le fauteuil rose, tu trouveras des interviews inspirantes, des conseils concrets et des retours bienveillants sur le parcours de l'écriture pour t'aider à avancer dans ton propre projet. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Zarati. Zarati est autrice et elle a écrit son premier ouvrage adopteuneChargeMentale.com. Elle est aussi militante afroféministe. Zarati, bonjour à toi et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi. Écoute, moi je suis vraiment enchantée de t'accueillir sur le podcast Le Fauteuil Rose et surtout ton livre me parle énormément en tant que femme. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce livre, on veut tout savoir. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas du coup, mon livre s'appelle adopteuneChargeMentale.com. Pour ceux qui sont adeptes des applications de rencontre, je pense que du coup, vous allez vite capter la petite référence. Mais en gros, c'est une référence au site adopteunmec.com parce que j'ai rencontré mon ex-conjoint du coup sur cette application. Donc j'ai voulu faire un petit rappel. Sauf que pour le coup, ben, j'ai pas adopté un mec, mais plutôt un enfant, d'où la charge mentale. Voilà. Et tout est parti de là donc pour l'écriture de cet essai, puisque c'est un essai autobiographique sur ma relation avec mon ex-conjoint. Donc c'est plus une analyse où on va dire je dissèque un peu notre relation pour comprendre comment est-ce que moi, justement, en tant qu'afroféministe, et donc sujet à ce type de fait de société, engagé, j'ai pu quand même rester dans une relation qui ne me convenait pas et accepter la charge mentale dans une relation où en fait je n'en voulais absolument pas, quoi. Donc en fait, Voilà. si je résume bien, c'était quand même une relation toxique alors, parce que ta charge mentale, elle était mise à rude épreuve. Je sais pas si je peux dire que c'était une relation toxique, mais en tout cas c'était une relation qui n'était pas équilibrée. D'accord. Et où j'étais pas épanouie, mais par amour. Et malheureusement, je pense que la société pousse beaucoup de femmes à rester par amour ou à accepter beaucoup de choses par amour. Je me disais que ça allait changer. Je faisais plein de planning dans l'espoir que ils le regardent un jour et que ils se mettent à faire des choses. Sauf qu'en fait, on change pas les gens et notre rôle, c'est pas de changer les gens de toute manière. Et donc, ben, je m'épuisais à essayer de faire en sorte qu'il s'implique, sauf qu'en fait, il s'impliquait pas. Et donc, moi, je m'impliquais 2 fois plus, voire 3 fois plus pour que ça fonctionne dans notre quotidien, sur tous les plans, quoi. J'adore ce que tu dis. Et surtout, je pense que ça peut vraiment parler à énormément de personnes qui nous écoutent, surtout des femmes. Mais je pense aussi que ça peut Mm. résonner avec les hommes, parce qu'ils peuvent aussi Oui, prendre conscience de la situation. Parce que quand tu es marié, je prends mon exemple depuis 12 ans, et que tu ramasses encore le linge sale de ton mari, voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut agacer. Donc moi, j'aime beaucoup et je trouve que finalement, tu as vécu un échec avec cette relation, mais chaque échec, finalement, t'apporte quelque chose. Et cet échec t'a fait grandir et t'a permis d'écrire ton livre. Donc ça, c'est oui, formidable. oui, oui, totalement. Et alors après, moi, c'est vrai que je parle beaucoup des femmes parce que ben, je parle de mon expérience et que les études démontrent aussi hein, que c'est majoritairement les femmes qui subissent la charge mentale. Mais tu fais bien de me rappeler qu'effectivement, les hommes peuvent aussi en avoir. Ça existe. Et je nie pas le fait que les hommes n'ont pas de charge mentale, hein. Et j'en parle dans mon livre. Et mon livre s'adresse bien plus aux hommes en réalité qu'aux femmes parce que souvent, on a tendance dans les magazines à dire ah ben enfin à s'adresser aux femmes dans le sens ben, si vous voulez alléger votre charge mentale, faites ça, faites ça, faites ça. Sauf qu'en fait la charge mentale, nous on l'a pas demandé et si en majorité on l'a, c'est parce que d'autres personnes nous la donnent. Donc c'est à ces personnes-là qu'on doit s'adresser et pas à nous de se décharger de la charge mentale. Et du coup, explique-nous un petit peu le parcours de ton manuscrit. Tu l'as envoyé à plusieurs maisons d'édition, parce que moi j'aime bien aussi valoriser les échecs, parce qu'en fait, dans chaque échec, il y a un succès. Et j'aime bien qu'on parle Mhm. d'abord des échecs, si tu en as, après tu n'es pas obligé d'en avoir, bien entendu. Alors oui, dans l'écriture de mon manuscrit, il y a eu des échecs parce que de toute façon, c'est jamais bingo de suite. Bah, déjà, j'ai eu de la chance de trouver une maison d'édition, mais en gros, moi, j'ai commencé déjà à écrire. Enfin, j'ai pas écrit dans le sens en me disant je vais écrire un livre. Je sortais de cette relation de 4 ans et demi et ben, j'ai mis du temps hein, pour me remettre de cette rupture. Il m'a fallu 2 ans pour faire le deuil de la relation. Et en fait, durant ces 2 ans, j'ai écrit pas mal de petits jets d'écriture. Au début, c'était plus expiatoire. C'était un peu pour évacuer et pour me décharger parce que j'étais très triste, j'étais très en colère aussi. Euh, et je me souviens que j'envoyais parfois un peu des petites phrases à des amis parce que c'était assez.
assez piquants, assez sarcastiques et qui trouvaient ça drôle. Et au fur et à mesure, ces petites phrases sont devenues des textes, ces textes sont devenus des pages. Et quand j'ai commencé en fait à avoir l'idée de me dire, tiens, là, je mettrais bien une illustration qui ressemblerait à ça, etc. Je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose, mais pour moi, pas pour les autres. Et quand j'ai commencé à avoir quand même plusieurs pages et à songer à payer une illustratrice pour avoir quelque chose de joli, là, je me suis dit, ben, quitte à payer, autant essayer de faire en sorte que d'autres personnes ben, puissent voir ce que ça donne et pas juste payer pour moi, quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ben, ok, je vais peut-être écrire un livre et voir si effectivement ça peut intéresser. Donc j'ai écrit le manuscrit. Moi, ce que j'ai fait en amont, c'est que j'avais quand même deux bêta lecteurs. Donc c'est des gens en fait qui vont lire votre texte et vous donner un peu des retours. Donc moi j'avais fait appel à un ami homme et à une amie femme pour avoir deux retours parce que mon livre s'adresse à deux types de publics. Et ce qui était bien, c'est que ben, du coup, les retours de mon ami masculin, bah, c'était pas du tout le même type de retour que j'avais de mon ami féminine, parce que lui voyait les choses bah, de son point de vue. Alors après, il représente pas tous les hommes, mais en tout cas, ça me permettait de me dire, ah ok, peut-être qu'il y a des hommes qui peuvent penser comme lui, donc peut-être qu'il faut que je retravaille ça. Et c'est vrai qu'au départ, mon texte, je pense qu'il était très agressif envers les hommes. Et donc, mon objectif, moi, c'était pas que les hommes, si jamais ils se mettaient à lire mon livre, se disent, oula, en fait, nous, on est le diable et puis c'est nous qui... Enfin, on est horrible et puis les femmes sont nickel et puis il y a qu'elles qui subissent la charge mentale. Donc j'ai essayé de retravailler aussi le texte de ce point de vue-là. Et après, côté femme, c'était plus essayer de voir, ben, est-ce que effectivement la charge mentale, elle se comprend dans ce que j'écris? Est-ce que toi, tu te retrouves dans certaines choses que je dis quand je dis que ben, j'ai de la charge mentale sur ce point-là, etc., etc. Après, c'est des bêta-lecteurs, mais qui ne connaissent rien dans l'édition. Donc, c'était juste pour avoir une idée dans mon écriture. Mais une fois que j'ai estimé que mon manuscrit était fini, là, j'ai payé une bêta-lectrice qui travaillait dans le monde de l'édition et qui m'a fait un vrai retour, mais professionnel. Donc, c'était hyper intéressant ce qu'elle m'a dit. Ça m'a permis aussi de retravailler peut-être la fluidité de mon texte. Elle m'a donné aussi des recommandations de maisons d'édition qui pouvaient potentiellement être intéressées par ce type de texte. Et elle m'a donné deux, trois recommandations, notamment sur bah, peut-être parler, par exemple, à un moment donné, je parle de la charge raciale. Elle connaissait pas ce que c'était, donc peut-être un peu plus développé parce que c'est pas un sujet commun. D'autant plus si, par exemple, c'est lu par des personnes blanches, bah, la charge raciale, ils connaissent pas forcément. Donc Tu peux nous voilà. expliquer un petit peu, ça signifie quoi exactement? Alors en fait, la charge raciale, ça va être, en fait, moi en tant que femme noire. J'ai subi beaucoup de micro-agressions, mais dont j'ai pas forcément eu connaissance. Et donc, en fait, moi, j'ai pas vraiment grandi avec mes parents parce que j'ai grandi en famille d'accueil, donc dans une famille blanche. Et j'ai grandi dans un environnement avec des blancs. Sauf que quand je me suis retrouvée, après avoir des amis ben, racisés, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses enfin des propos ou parfois des actions que les gens ne se rendent pas compte, mais qui n'étaient pas forcément normales, mais que moi j'avais intériorisé parce que j'estimais que bah, j'ai grandi dans un environnement comme ça, quoi. Et il y a la charge raciale, ça va être par exemple, j'en parle dans mon livre, mais le nombre de fois où, quand j'étais ado, je voulais absolument avoir les cheveux lisses. Parce que j'ai grandi en fait avec des filles, elles avaient toutes les cheveux lisses, donc je voulais avoir les cheveux lisses moi aussi. Alors que ben, pas forcément, mais il y avait personne moi dans mon entourage qui avait les cheveux afro, qui avait les cheveux frisés, et c'était une manière bah, aussi de m'intégrer. Et par exemple, dans les magasins, alors maintenant c'est quand même plus courant, mais il n'y avait pas à l'époque, moi je suis des années 90, il n'y avait pas des fonds de teint, de la teinte de ma peau, quoi. Donc moi je voulais à tout prix me maquiller, je mettais des fonds de teint qui n'étaient pas adaptés à l'incarnation de ma peau. Ça se voyait, c'est pareil pour les collants, enfin il n'y avait pas de collants en fait adaptés, donc c'était souvent soit trop blanc, soit trop pâle, enfin ça n'allait pas. Mais il fallait que je m'intègre, il fallait que je sois comme les autres. Et les autres, c'était les blancs, c'était la référence. Donc, je faisais en sorte que. Et puis, il y a aussi le côté où, souvent, quand on est noir, on considère que on est exotique, on est sauvage, on est agressif. Et donc, bah, il faut un peu atténuer ce côté-là, alors qu'en fait, bah, oui, moi, je suis quelqu'un qui parle fort, je suis quelqu'un qui rigole fort, mais pour m'intégrer, ben, du coup, je vais peut-être rigoler un peu moins fort quand il va avoir des musiques
en soirée, si j'ai un titre à recommander, je vais peut-être pas forcément avoir envie de recommander une musique africaine parce que de suite, je vais être connotée, ah bah oui, bah c'est une musique de chez toi, ou ah bah de toute façon, toi, si tu sais danser, c'est parce que t'es noir. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que, bah, mine de rien, tu as tout le temps un poids sur toi en te disant, il faut pas que je sois trop ceci, trop cela, il faut pas que je sois comme ci, comme ça. En plus des injonctions de la société, en plus de la charge mentale dans ta relation, en plus de ceci et de cela. Voilà, c'est un peu tout ça. J'aime beaucoup ce que tu dis et je t'avoue que ça m'a donné un petit peu la chair de poule parce que c'est vrai, vraiment, sincèrement. Donc là, tu parlais par rapport aux couleurs de peau, mais moi j'ai envie aussi de rajouter que moi qui ai grandi dans un quartier et ça aussi je le retrouvais beaucoup. Tu vois, par exemple, à l'époque, moi quand je voyais mon CV, ben, je pouvais pas Hmm, mettre l'adresse d'où j'habitais parce qu'ils recrutaient pas. Donc j'étais obligée de changer l'adresse. Donc ça aussi, tu vois, c'est d'accord. des choses avec lesquelles quand on grandit avec, ben, c'est compliqué. Donc je me retrouve Hmm, aussi, moi j'ai les cheveux frisés aussi, c'est vrai que j'ai toujours voulu les lisser. Enfin, moi j'ai grandi avec multiculturel, tout ça, donc ça me posait pas de problème. Mais il y avait quand même à l'époque ce truc, il fallait avoir les cheveux lisses tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais, Donc ouais, c'est ouais. vrai que je suis blanche, mais je me retrouve quand même dans ce que tu peux dire, et je pense que ça peut parler vraiment à beaucoup de monde. Donc merci d'avoir partagé ça De avec rien. autant de sincérité, vraiment merci. Et je pense que tu vois, malgré la couleur de peau, ben, ça me parle vraiment ce que tu dis. Donc Oui. vraiment top. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment trouver une bêta lectrice et comment ça se passe? Parce que je trouve ça intéressant et moi, je n'ai pas fait appel parce que je ne connaissais pas. Donc si tu peux Ok. développer un petit peu. Alors, moi, je connaissais pas non plus les bêta lectrices et lecteurs. En fait, j'ai rejoint un forum qui s'appelle les jeunes écrivains sur Internet. C'est un forum où c'est plein de personnes qui soit se mettent dans l'écriture, soit qui ont déjà édité plusieurs livres, qui donnent des conseils, avec qui on échange. C'est un peu comme un blog hein, à l'ancienne. Et il y a plusieurs articles, plusieurs thématiques, et c'est de là où en fait j'ai lu que du coup, effectivement, quand on se mettait à écrire, ben, par exemple, dans un manuscrit, il y a des critères à respecter. Il faut être en Times, il faut être en police 12, etc., etc. Et cetera. Et des personnes recommandaient de faire lire à des bêta-lecteurs et lectrices. Donc moi, au début, j'ai fait lire à mes proches, parce que bah, je savais pas si de toute façon j'avais envie à un moment donné de l'envoyer à des maisons d'édition ou pas. Et une fois qu'effectivement, je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer de faire quelque chose vraiment de pro, là, j'ai payé quelqu'un. Alors, j'étais passée par une plateforme, je sais plus le nom, il faudra que je le retrouve pour te l'envoyer, où il y avait plusieurs personnes qui se proposaient. Donc après, qui parlent un peu de leur parcours, il y a des avis des personnes avec qui ils ont travaillé, etc. Et moi, j'avais choisi donc cette personne-là parce qu'effectivement, elle disait qu'elle travaillait dans l'édition, qu'elle avait plusieurs années d'expérience et les retours des avis étaient vraiment très bons. Et en plus, elle faisait des retours assez rapides. Et puis, moi, quand elle m'a fait le retour, enfin, elle m'a pas envoyé juste trois commentaires, quoi. Elle m'a envoyé deux, trois pages où vraiment elle détaillait. Et ça fait plaisir déjà de voir qu'elle a pris le temps. Bon, après, je l'ai payé quand même pour, hein, mais voilà. Et puis, c'était hyper constructif. C'était hyper constructif. Et c'est de là où, effectivement, du coup, ça m'a aidé. Et c'est elle aussi qui m'a dit, ben, parce qu'en fait, quand on écrit un manuscrit, il suffit pas juste d'écrire un manuscrit et de l'envoyer après à la maison d'édition. Il y a aussi un synopsis. Il y a aussi une biographie souvent à faire. Et parfois, ils demandent même, selon les maisons d'édition, une quatrième de couverture pour voir si on a déjà une idée de ce qu'on veut écrire dessus. Et donc, pareil, j'avais travaillé là-dessus, je l'avais envoyé, elle m'avait fait un retour aussi. Et c'est quoi les qualités selon toi pour une bonne bêta lectrice et un bon bêta lecteur? Je pense que ça dépend de la thématique et du type d'écrit. Moi, par exemple, c'était un essai, donc bah, j'allais pas choisir un bêta lecteur ou lectrice qui lit que de la science-fiction, par exemple. Moi, pour le coup, j'avais envie d'un regard déjà d'un adulte, enfin de quelqu'un qui lit tout type de lecture. Vu que c'est un sujet quand même qui s'adresse à des adultes, j'allais pas choisir quelqu'un, par exemple, qui lit que des livres jeunesse. Et après, moi, ce que j'ai aimé avec elle, c'est qu'effectivement, elle a un regard professionnel, elle est dans l'édition, donc elle sait ce qui est attendu en fait par les maisons d'édition. Mais si on n'a pas forcément les moyens de payer quelqu'un, bah, moi, j'essaierai de choisir déjà quelqu'un qui est sujet à lire le type d'écrit que vous avez. Après, ça peut être aussi intéressant de choisir quelqu'un qui lit pas du tout ce type de sujet-là pour voir effectivement ben, est-ce qu'il a compris votre sujet et qu'est-ce qu'il en a compris. Moi, par exemple, mon ami masculin, la charge mentale, il connaissait pas du tout. Ça a été intéressant bah, déjà de voir s'il comprenait de quoi je parlais et d'avoir son regard en tant qu'homme quoi, là-dessus. Et c'est là où effectivement il m'a dit, ah oui, mais en fait,
souvent, quand je vais chez le coiffeur, ma coiffeuse, elle me parle de son mec. Et en fait, il me dit, bah, j'ai compris elle me parlait de la charge mentale, quoi. Et est-ce que ton ami masculin, il est en couple ou pas? À l'époque, il n'était pas. Maintenant, il est. J'ose espérer que du coup, au côté charge mentale, ça se passe bien. Mais, euh, Mais je mais pense à que ton l'époque. livre, vraiment, il peut aider vraiment beaucoup de personnes à se remettre en question, à évoluer aussi dans le couple, au sein du Hmm. couple. Donc, et le fait de l'avoir fait lire à ton ami homme, je trouve que c'est une bonne chose. Surtout s'il n'était pas en couple et que maintenant il est, je pense qu'à des moments, peut-être, je dis une bêtise, mais tu vois, il va oublier quelque chose ou il va dire, ah mince, attends. Et je trouve que ça, c'est super bien en fait. Ouais, bah, j'espère, il a intérêt. Est-ce que tu pourrais nous dire combien ça peut coûter de faire appel à justement à un bêta lecteur, une bêta lectrice? Et alors après, j'avais payé plusieurs prestations, enfin, parce que du coup, il y avait le retour sur mon manuscrit. Je crois que j'avais fait appel aussi pour la correction et pour le synopsis. Mais je crois que j'avais payé 150 euros, 130 ou 150 euros, il me D'accord. semble. Ça serait intéressant si tu arrives à retrouver le site, parce que Oui, je pense que ça peut vraiment intéresser les personnes qui nous écoutent, surtout s'ils veulent se lancer dans l'écriture, ou alors, par exemple, des gens qui ont fini leur manuscrit mais qui n'osent pas l'envoyer par peur hmm. de tout ça. Parce qu'en fait, une bêta lectrice, un bêta lecteur va corriger aussi tes fautes d'orthographe, de syntaxe ou pas? Alors, elle était professionnelle, donc oui. Après, en général, on peut faire appel à des correcteurs. Les bêta-lecteurs, en général, c'est juste là pour lire le texte et faire un retour. Donc, soit par exemple sur les personnages ou sur une incompréhension, des choses comme ça. Après, il y en a sur les plateformes payantes qui proposent plusieurs prestations, dont faire la correction, dont vous aider à écrire le synopsis, votre biographie, etc., etc. D'accord. Et toi, du coup, tu avais pris plusieurs prestations, dont la quatrième de Ouais, couverture et ce que tu nous as dit. ouais, D'accord. Et en tout, on a eu pour une 150 euros environ. ouais. Ça va. C'est raisonnable, je trouve quand même, parce que c'est un sacré Non, c'est livre. raisonnable. Ouais, ouais. Après, moi, enfin, ouais, j'avais pris trois prestations, mais je trouvais ça raisonnable, surtout pour la qualité du retour qu'elle m'avait fait. C'est très, très intéressant. Je voulais rebondir sur une chose. C'est ton livre, ça t'a pris combien de temps à l'écrire? 2 ans, je dirais 2 ans. En fait, ça a été le temps de faire le deuil de ma relation. Et j'ai pas écrit après pendant 2 ans en discontinu, hein. Enfin, en continu, pardon. C'était, je sais pas, par exemple, je vais écrire tous les jours pendant un mois, et puis ensuite j'estimais que j'avais terminé, alors qu'il y avait 10 pages. Et, pendant un mois, j'y touchais plus. Et ensuite, je sais pas, si je voyais une info à la télé qui pouvait parler de la charge mentale ou quoi, je me dis, tiens, ça, je pourrais en parler, etc. Et hop, je retournais dessus. Et en fait, ce qui était un peu frustrant, c'est que du coup, je relisais ce que j'avais écrit parce que j'avais oublié. Et je me disais, ah non, mais je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça. Donc, je changeais tout pour ajouter ensuite une phrase. Et ensuite, je disais, c'est bon, j'ai terminé. Et puis, j'y touchais plus pendant 3 semaines et ainsi de suite. Jusqu'au jour où après, ça c'est devenu plusieurs pages. Mais ouais, moi, ça m'a pris 2 ans. 2 ans. Mais c'est beau parce que le résultat, il est là. Et tu as été du coup Oui. accepté par une maison d'édition. Est-ce que tu peux nous dévoiler le nom de ta maison d'édition? Oui, c'est Manset Édition. C'est une petite maison d'édition indépendante sur Paris. C'est une maison d'édition traditionnelle ou à compte d'auteur ou... C'est une maison d'édition traditionnelle, donc à compte d'éditeur. Donc moi, j'ai rien à payer, parce que du coup, vous avez effectivement trois manières d'éditer un livre. Soit en auto-édition, donc tout est de votre poche, vous vous chargez de tout. Soit à compte d'auteur, où là, effectivement, la maison d'édition ne prend en charge que la diffusion du livre. Après, tout le reste, tout ce qui est communication, tout ce qui est correction, c'est à votre charge. Moi, je suis passée par une maison à compte d'auteur. Je ne connaissais Ok. absolument pas. Alors, je dirais pas de foncer, mais par exemple, j'en ai déjà parlé, il y a plusieurs auteurs à l'époque, ils étaient passés par des maisons à compte d'auteur. Mais Hmm. honnêtement, c'était pas parce que je voulais absolument être publiée, tu vois. C'est parce que, en fait, j'ai envoyé mon manuscrit, pour la petite anecdote, à Hachette. Et en fait, ils sont en partenariat avec cette maison d'édition. Et Hachette ne fait pas de dev perso et d'autobiographie. Donc, ils l'ont transmis. J'ai reçu mon contrat dans la boîte aux lettres. Et moi, je voulais pas parce que c'était quand même une sacrée somme. Et c'est mon mari qui m'a dit si, fais-le, fais-le. Bon, bah, du coup, je l'ai fait. Malgré tout, je suis fière, mais c'est vrai que ça Hmm. reste un sacré budget à financer de sa propre poche quand même. Ouais, ben, moi j'avais reçu une réponse positive d'une maison effectivement d'édition à compte d'auteur. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, Tain, c'est trop bien et tout.
Mais après, je m'étais dit, enfin, j'avais pas forcément le budget, moi, à mettre là-dedans. Donc, je m'étais dit, je vais quand même attendre de voir d'autres retours. Après, je pense que si j'avais pas eu de retour positif de maison d'édition à compte d'éditeur, je pense que je me serais plutôt mise en auto-édition, même si ça aurait été tout à ma charge, mais parce qu'au moins, j'aurais géré tout de A à Z et ça aurait été exactement comme je voulais. Là, c'est vrai que Mindset Édition, donc c'est trop bien, hein, tout est pris en charge. Mais à y réfléchir deux fois, je suis pas sûre que j'aurais signé finalement avec eux. Il y a le positif et franchement, je leur jette pas la pierre. Je suis très contente que mon manuscrit les ait intéressés, etc. Mais il y a plein de choses où en fait, j'ai un peu l'impression que certaines maisons d'édition, finalement, avant de signer, c'est pas qu'on nous vend du rêve, mais on va un peu dans notre sens, en nous disant oui, mais nous on est comme ça aussi, on pense comme ça, nanani, nana. Donc on se dit putain, on est sur les mêmes valeurs, les mêmes vibes, etc. Et une fois qu'on a signé, on se rend compte de plein de choses. On se dit, mais attends, ça, on nous en a pas parlé avant de signer. Ça, j'aurais aimé être au courant. Peut-être que j'aurais pas signé, etc. Et sauf qu'on s'en rend compte, bah, en fait, vachement tard. Et sauf qu'on a signé le contrat et qu'on est en mode, bon, ben, tant pis. Mais alors après, c'est un apprentissage. Hein. Moi, je ferai plus attention la prochaine fois. Mais c'est vrai que je pense à y réfléchir deux fois. J'aurais peut-être pas forcément signé, ou en tout cas pas aussi vite. J'aurais peut-être pris plus de temps de réflexion. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que du coup, ça peut vraiment servir à ceux qui nous écoutent de pas se presser. Parce que c'est Mm, vrai, on écrit un livre et c'est pas qu'on veut être vraiment publié et à 100%, non. C'est juste qu'on a envie que notre travail soit reconnu aussi. Donc c'est plutôt dans ce ouais, sens-là. Mais donc du coup, on va se jeter sur la première maison d'édition qui va nous accepter parce c'est que ça. on est des impatients et aujourd'hui tout va vite. Donc tu fais vraiment bien de le souligner. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. Et parce que c'est votre manuscrit, c'est votre ouvrage. Moi, j'ai interviewé une personne qui s'appelle Clémence et elle a passé par une maison d'édition. Et en fait, si tu veux, ses ouvrages, tant qu'elle n'a pas vendu 500 exemplaires, en fait, ses écrits ne lui appartiennent pas. Et je trouve ça dommage, en fait. Ah ouais? Mais donc, Et si jamais elle vend pas les 500 ouvrages, ça lui appartient pas? c'est ça, ouais. C'est dingue quand même. Ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y a plusieurs clauses à vraiment bien vérifier. Ah Clémence, ouais. j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir parlé de ça, mais je trouve important de le souligner parce que, voilà, il y a les inconvénients et justement les avantages. Et c'est pour Hmm. ça que moi, j'ai décidé d'interviewer des auteurs de l'ombre. Pas parce que l'ombre, c'est pas beau, non. Moi, j'aime bien ce terme-là parce que, en fait, c'est donner la parole. Moi, j'en fais partie aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'as pas un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés, si t'es pas connu un minimum, si ton Hmm. manuscrit est pas parfait, finalement, c'est compliqué. Donc moi, je trouve ça bien de pouvoir interviewer des personnes comme toi, comme moi, comme Clémence, comme Abdou, comme toutes les personnes que j'ai interviewées, pour vraiment donner de l'espoir à des gens. Donc vraiment, merci à toi, Zarati, de nous parler de tout ça, parce que je pense que ça donne espoir aux jeunes auteurs qui se lancent dans l'aventure. Maintenant, révèle-nous un petit peu quand ton livre sort. Alors, il sort officiellement le 30 septembre, donc dans pas très longtemps. Et là, il est dispo en précommande sur le site de la maison d'édition. Donc sur Mindset, hein, c'est ça, la maison d'édition Ouais. Mindset. J'ai vu passer sur Instagram un petit truc qui était organisé le 11 octobre. Oui, alors la maison d'édition, en fait, ils organisent des petits talk shows qu'ils appellent le Mindset Book Club. Donc c'est limité, je crois, à une cinquantaine, soixantaine de personnes en petit comité. Et en gros, donc il y a des autrices qui viennent, dont moi, cette fois-ci, pour parler sur une thématique. Donc là, ça va être la santé mentale et dont la charge mentale. Et donc pour parler aussi de nos livres, de nos expériences. Je pense que moi, j'ai jamais participé à ce genre d'événement, mais j'imagine que l'animatrice enfin lancera un peu un sujet, des questions, et puis on rebondit là-dessus. Et certainement qu'on peut aussi échanger avec le public, vu que c'est un petit comité. Mais du coup, voilà, ça se passera à la Porte Villette, il me semble, sur Paris, le samedi 11, si jamais vous passez par là. Et moi, j'ai retenu les horaires, c'est de 13h45 à 16h30. C'est ça, Et ouais. tu pourras vendre ton livre, il sera avec toi le livre ou pas? Il Je pourra pense, parce que de toute façon, là, il est parti à l'impression. Donc je pense qu'on aura certaines versions physiques. Et, euh, et du coup, il faut que je m'entraîne pour faire des dédicaces parce que je sais absolument pas quoi écrire à part écrire bonne lecture. C'est déjà bien. Euh, C'est déjà bien, mais bon, j'aimerais bien écrire un petit truc un peu plus sympa. Donc il faut que je m'entraîne, mais oui, je pense qu'on pourra vendre directement sur place.
C'est trop bien, c'est trop bien. Moi, j'aimerais apporter ma petite anecdote, à savoir qu'avec Zarati, on avait déjà enregistré une première interview et au moment du montage vidéo, j'ai écouté 3 fois la vidéo et en fait, je pouvais rien faire. Mon son à moi était complètement nul. Et du coup, aujourd'hui, Zarati aujourd'hui, on est le 11 septembre et elle a accepté donc de refaire l'interview. Donc, je te remercie encore une fois pour ça. Et au moment de me connecter, mon micro nous a encore fait défaut. Donc j'en ai marre et j'espère que cette fois-ci, vraiment, au montage vidéo, il y aura une belle qualité de son. Donc Zarati, merci à toi. Je vais m'occuper ce soir du montage vidéo. S'il y a un problème, il va falloir qu'on trouve une solution. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. Honnêtement, c'est un honneur pour moi de t'avoir accueilli ici. Et j'aimerais qu'on clôture, mais avant, j'aimerais que tu nous dises quel est ton métier. Parce que j'adore ton métier et je trouve que c'est un métier qui est très humain. Je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. Donc du coup, j'accompagne, ça dépend de l'association, de l'organisation dans laquelle je vais travailler, mais j'accompagne tout type de public, autant des jeunes, mineurs ou adultes, des adultes, des demandeurs d'emploi RSA ou éloignés de l'emploi, des personnes âgées, des cadres, des licenciés économiques, voilà, tout type de public, soit retrouver un emploi, soit se reconvertir, soit faire des bilans de compétences, reprendre des études aussi. Enfin voilà, en gros, je les accompagne dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. Sociale, ça va être aussi sur le plan du soin, parce que par exemple, parfois, on peut accompagner des réfugiés qui n'ont pas forcément les papiers, donc qui ne peuvent pas accéder aux soins. Ça peut être aussi dans la recherche de logement. On a beaucoup de jeunes qui sont SDF, donc les accompagner aussi là-dessus, sur les colis alimentaires, etc. Merci d'avoir parlé de ton métier. Je trouve que c'est un métier formidable. Donc, merci d'aider tous ces gens-là. Et rappelle-nous donc, avant qu'on se quitte, une dernière fois, le titre de ton livre. Alors, c'est adopteunchargementale.com. D'ailleurs, j'ai créé un site, donc n'hésitez pas à aller le voir. Dessus, il y a plein d'informations. Il y a aussi quelques illustrations du livre qui sont magnifiques. J'ai payé une illustratrice qui s'appelle Alexandra Vieira qui sont vraiment très, très, très jolies. Et le samedi, du coup, 11 octobre, il y a l'événement Mindset Book Club. Et il y a un partenariat aussi à venir avec le Patriarcat en miettes, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui partage du contenu vraiment génial sur le patriarcat et des messages féministes, avec qui, du coup, je vais lancer une édition limitée. Donc, il y aura une dizaine de livres, en fait, en édition limitée, avec un petit cadeau fait maison par elle. Et donc, les gens pourront acheter. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ma deuxième invitation. J'ai jamais Merci. 203, mais j'espère qu'il n'y aura pas 203 cette fois-ci. J'espère que je vais réussir le son a été bien, je l'espère. Je te souhaite une belle journée et je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Merci, ciao, ciao. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager, à le commenter, à laisser une note et surtout à aller découvrir l'univers des auteurs interviewés. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre. Tu retrouveras tous les liens en description de cet épisode de podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!